Donc, on va partir sur la deuxième partie de cette matinée. Et moi, j'étais chargée d'essayer d'aborder la question des droits des résidents, des personnes accompagnées, des personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux et des liens avec l'éthique. Voilà, tout à l'heure, Paul Venturini finissait sur cette idée qu'effectivement, il y avait quand même l'éthique était étroitement liée aux droits des usagers, aux droits des patients. Et effectivement, on avait envie quand même de reprendre cet aspect-là des droits à travers cette co-présentation. Juste, j'ai peur de dépasser, donc il faut me dire. Hein. Donc, juste pour rappeler les textes qui encadrent les droits des usagers, des patients, des résidents, ben, il y a à la fois des textes spécifiques au médico-social dans la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, mais aussi tout ce qui a trait aux patients en général, hein, aux usagers, à travers la loi dite Kouchner du 4 mai 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, mais aussi tout ce qui a trait en particulier pour les personnes âgées en EHPAD aux questions autour de la fin de vie. Et je vous ai mis aussi les textes, on en parlera un tout petit peu à la fin, les textes de loi qui ont trait, donc la loi Leonetti et la loi Claeys-Leonetti, hein, la version 2016 de la loi Claeys-Leonetti pour les personnes en fin de vie. Alors, pour les établissements médico-sociaux, le cadre législatif donc du 2 janvier rénovant l'action sociale et médico-sociale s'appuie sur 7 outils qui sont présentés là sur ce diaporama et je vais parler plus spécifiquement de 3 d'entre eux. La charte des droits et des libertés, et tout à la fin, un mot sur personnes qualifiées et conseils de la vie sociale, comme des outils plus particulièrement orientés vers le questionnement, enfin l'aide au questionnement éthique sur lesquels on peut s'appuyer. Hein, c'est des textes réglementaires d'organisation des droits, mais effectivement qui guident aussi qui guide aussi l'éthique. Alors, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, de la personne accompagnée, elle a pour but d'encourager au respect des droits fondamentaux de chaque personne accueillie. Hein, et on verra que certains des droits sont effectivement des droits fondamentaux. Mais ça a un objectif aussi de lutte contre les maltraitances, hein, qui est un objectif qui a été rappelé récemment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler par les États généraux des maltraitances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le ministère restitue une partie des travaux qui ont déjà été menés dans le cadre des États généraux des maltraitances. Et puis, il faut savoir que cette charte, elle doit être mise à la disposition donc, des personnes, des résidents ou des personnes accompagnées dès le départ à l'admission avec le livret d'accueil et ça doit être aussi affiché dans la structure. Donc, c'est vraiment pas seulement un petit papier qu'on va mettre de côté, c'est vraiment un document qui doit guider l'action dans les établissements et vous la connaissez probablement cette charte. Et parce qu'effectivement, ce qui est rappelé en haut là, hein, de cette charte, c'est que la loi et donc les grands principes qu'elle soulève correspondent quand même à 32 000 structures et 1 million environ de personnes et plus 400 000 salariés. Donc tout ça, c'est beaucoup de monde qui a besoin d'avoir ces règles de fonctionnement. Alors, juste, j'ai repris en parallèle, en essayant de mettre en parallèle les éléments qui concernent donc, le médico-social à travers la loi du 2 janvier et les éléments comparables qu'on retrouve dans la loi du 4 mars 2002 sur les droits de la personne. Alors, en particulier, un principe fondamental, il apparaît en premier d'ailleurs dans la charte de la personne accueillie, des droits et libertés de la personne accueillie, c'est le principe de non-discrimination. Dans la charte, c'est un petit peu plus détaillé que dans le Code de santé publique pour ce qui concerne les droits de la personne, hein, mais de toute façon, aucune personne, que ce soit dans le champ sanitaire ou médico-social, ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès donc, aux établissements, pas de tri en particulier hein, à l'entrée. Et ça c'est vrai que ça peut déjà poser un certain nombre de questionnements éthiques entre les capacités des établissements avec leur taille, leur
leur mode de fonctionnement et ce que ces établissements sont susceptibles d'apporter, et le fait que certaines personnes qui demandent à entrer dans ces établissements, ben, parfois sont un peu aux limites des possibilités d'accueil, et en même temps, il faut trouver une place pour tout le monde à partir du moment où il y a un besoin qui apparaît. Donc, la question de l'accès aux soins, de l'accès aux établissements, de l'accès à la prévention est très importante. Alors, on retrouve la définition de la non-discrimination ou de tout ce qui serait discrimination, et plutôt de ce contre quoi il faut lutter dans le code pénal. Et c'est vraiment très large, hein, les origines, le sexe, la situation de famille, l'état de grossesse, l'apparence physique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, le handicap, etc., les mœurs, la participation, les opinions politiques, la participation à des activités syndicales, etc. Vous voyez, il y a vraiment une grande liste. Il ne s'agit pas de... Et alors, en particulier, donc, pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées, évidemment, leur état de santé, leur état de compétence, de capacité à interagir. Peut-être le fait qu'ils peuvent parfois avoir des pathologies complexes qui se surajoutent peut être un élément parfois discriminant à l'entrée dans un établissement, et c'est important d'avoir ça en tête du côté du droit et aussi du côté de l'éthique et de l'accueil possible. Et on voit la première tension qui peut surgir là. Alors, une deuxième série d'éléments qu'on retrouve donc dans la charte de la personne accueillie, c'est le respect de sa dignité, le respect de son intimité, qui doivent être garantis. Hein. Alors, évidemment, pour ce qui concerne l'intimité, la charte dit quand même qu'il peut y avoir parfois, pour la prise en charge, des nécessités où il va falloir arbitrer entre le respect de cette intimité et puis le devoir quand même d'agir, d'accompagner, etc., qui peut porter atteinte à l'intimité. Donc, ce souci quand même du respect de l'intimité, et droit à la protection aussi, donc confidentialité, la sécurité, droit à la sécurité, droit à un suivi adapté, une prise en charge et un suivi adapté à chaque personne. Ça, c'est ce qu'on retrouve donc du côté du médico-social, auquel se surajoutent les droits de toute personne qui a un droit fondamental à la protection de sa santé et donc à la prise en charge, par exemple, de troubles somatiques qui pourraient avoir lieu, avec toutes les difficultés parfois d'arriver à accéder à une hospitalisation, à des traitements. Ce n'est pas toujours très simple de l'organiser au mieux pour les personnes avec les difficultés qu'elles ont. Le droit pour toute personne au respect de sa dignité, qu'elle soit âgée, handicapée, malade ou autre. Et puis, on retrouve aussi dans la loi de 4 2002 le droit à la vie privée et au secret des informations qui s'impose à tous. Pour le médico-social, cette confidentialité, elle est évidemment vis-à-vis du résident, mais aussi parce qu'il y a des interactions souvent assez importantes vis-à-vis des membres de la famille ou des proches avec lesquels, puisqu'on est aussi sur un lieu de vie, avec lesquels il peut y avoir des échanges qu'il s'agit de garder confidentiels aussi. Rappelle aussi de la nécessité, et qui est un droit donc pour les personnes accompagnées, accueillies, d'avoir une prise en charge et un accompagnement adapté à chacun. Individualisé, le plus adapté possible aux besoins, dans une continuité des interventions. Donc, cette question de l'adaptation de la prise en charge, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui soit la même chose pour tout le monde. Et on voit là encore les tensions que ça peut créer dans un établissement où il y a quand même un certain nombre de normes liées à la vie collective, à la vie en collectivité, qui peuvent parfois aller à l'encontre de ce besoin d'accompagnement individualisé. Je ne sais pas, sur les heures de toilette, sur les heures de coucher ou de lever, sur les heures de repas, où on voit bien que la collectivité impose un certain nombre de règles qui parfois ne peuvent pas convenir complètement à chaque personne. Comment trouver le meilleur accord? Ce n'est pas toujours facile.
Et aussi donc la nécessité de soutenir la personne dans ses besoins affectifs et sociaux, dans le fait qu'elle a besoin d'un entourage et donc permettre à la famille, aux représentants légaux, aux proches de pouvoir exercer leur rôle auprès de cette personne, que les lieux soient suffisamment ouverts, que les échanges soient. Donc ça, c'est aussi très spécifique, je pense, au médico-social, encore plus qu'au sanitaire. Et l'accompagnement en fin de vie qui doit aussi tenir compte des besoins de chacun en termes de confession, pratique religieuse, conviction ou autre. Ça, c'est vrai pour tout le monde, mais probablement encore plus quand il s'agit de personnes qui sont dans des établissements qui sont en même temps leur lieu de vie. Mais on retrouve ça, comme vous le voyez, dans les droits de la personne vis-à-vis du système de santé, loi du 4 mars 2002. Toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés. Là, il s'agit plutôt de soins que de soutien, hein, de traitement plutôt que d'accompagnement. Mais évidemment, les personnes dans vos établissements, elles sont à la fois des personnes accompagnées, accueillies, mais aussi des personnes potentiellement avec des troubles, des maladies. Et donc, elles sont dans les deux régimes qu'il faut tenir, hein, d'où la nécessité d'une compétence et de non-abandon, mais aussi donc le droit à ne pas à avoir des traitements, des investigations ou des soins qui ne fassent pas courir des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices, hein, le rapport bénéfice-risque qui est vrai dans le sanitaire, qui est vrai, je pense aussi la proportionnalité de ce qu'on applique, de ce qu'on propose, de ce qu'on offre aux résidents par rapport à leurs besoins, et aussi la non-obstination déraisonnable qui doit pouvoir aussi être prise en compte, notamment dans les périodes de fin de vie pour les personnes âgées en établissement. Là encore, il y a un droit qu'on retrouve des deux côtés, c'est le droit à l'information, aussi bien pour les personnes résidant dans des établissements médico-sociaux ou prises en charge dans le secteur sanitaire, et, médico-social et social, et les usagers du système de santé, c'est le droit d'informer. Alors pour ce qui concerne des personnes hébergées, c'est être informé sur les conditions de leur hébergement, sur les prestations, le choix de leur lieu de résidence aussi. Et là aussi, on voit les difficultés que ça peut poser d'une personne qui voudrait absolument un type d'établissement qui ne lui convient pas. Donc ça va créer des tensions, ou un lieu de résidence, rester à domicile, certes, mais est-ce que c'est toujours possible? Donc, théoriquement, il y a ce droit de chacun de choisir le lieu de sa résidence, mais parfois, ça va être très compliqué, il faut arbitrer. Et là encore, au moment de l'entrée en EHPAD en particulier, mais aussi dans des établissements pour les personnes handicapées, il y a un moment tendu, difficile, et notamment où cette question du consentement, de l'assentiment, de la participation de la personne doit être recherchée autant que faire se peut, et parfois une souffrance de se rendre compte que cette personne, elle vient contre son gré, et comment on peut ensuite l'aider à accepter ce nouvel état de fait pour elle. Pour ce qui concerne les usagers du système de santé, et si une personne prise en charge dans le médico-social, pour tout ce qui concerne le médical, elle doit aussi pouvoir être informée sur son état de santé, faire les choix la concernant sur son état de santé. Donc, elle a de la même façon le droit de savoir ce qui lui arrive, comment on va la soigner. Elle a aussi le droit de refuser des soins. Et c'est pas toujours facile. Une personne qui refuse des soins, elle est chez elle, elle vient pas. Ok. Une personne qui est dans un établissement, elle refuse des soins. On va insister, on va parfois l'obliger. C'est pas toujours facile d'accepter ce refus. On voit que le fait d'être dépendant d'une structure peut créer des difficultés supplémentaires par rapport à ces droits-là. Et des questions éthiques du coup derrière, hein, parce que chaque fois la question éthique elle va surgir quand il y a une tension entre ces droits et puis l'exercice de ces droits ne peut pas se faire correctement. Qu'est-ce qui se passe? Comment on réfléchit par rapport à ça? Un autre point qu'on retrouve dans les deux textes, c'est ce qui concerne donc le libre choix, le consentement, la participation des personnes à tout ce qui les concerne et le droit à la renonciation. Donc ça, on revient sur ces points de refus de soins, d'acceptation, de participation aux décisions, de recueil du consentement éclairé.
là aussi, pour ce qu'on en a vu dans les établissements médico-sociaux, et vous l'avez évoqué ce matin, les personnes qui arrivent ont parfois des troubles cognitifs et on peut avoir l'impression que le recueil de leur consentement va être très compliqué. Voilà, et je trouve que là, il y a effectivement, de ce que j'ai vu aussi, et des situations qui ont pu être rapportées dans différentes études de cas, la nécessité et je trouve d'ailleurs dans le médico-social, ça me semble être fait avec une grande pertinence et un grand, comment dire, une grande abnégation, c'est-à-dire que essayer malgré tout, et même au-delà des apparences, de trouver sur quel point la personne peut participer, consentir, voilà. Son assentiment. C'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas elle peut consentir ou elle ne peut pas. Et souvent, je trouve, moi, j'ai appris vraiment de votre secteur cette maïeutique là, de la recherche du consentement qui peut mettre en difficulté, qui peut mettre face à des échecs, et pourtant on y reva à chaque fois pour essayer effectivement de ne pas laisser la personne voilà, vous devez décider tout ou vous ne décidez de rien. Un espèce d'entre-deux à tricoter qui n'est pas toujours très facile. Pour ce qui concerne le droit des usagers, il y a aussi ce droit à participer à toutes les décisions qui concernent la santé et à consentir. Voilà. Et là, il est bien dit effectivement que pour les mineurs ou majeurs sous tutelle, qui peuvent être les personnes que vous accompagnez, elles doivent systématiquement être interrogées pour participer autant que faire se peut. Et même si elles ne sont pas réputées comme ayant comment dire, toute leur capacité de consentement, elles doivent être appelées à exprimer leur volonté et à participer aux décisions autant que faire se peut en fonction de leur capacité, de leur maturité pour les enfants, de leur capacité pour les majeurs sous tutelle. Alors, il y a des points après qui sont plus spécifiques, on passera assez vite au médico-social parce qu'effectivement, les établissements, c'est un lieu de soins, d'accompagnement, mais aussi un lieu de vie. Et donc, tout ce qui concerne les liens familiaux qu'il est important de respecter, tout ce qui concerne la liberté de circuler, ça pose aussi beaucoup de problèmes, le droit d'aller et venir librement, puisqu'il y a à la fois un devoir de garder la personne sécure, de protéger sa sécurité, d'éviter qu'elle ne se blesse, qu'elle ne se perde, voilà. Et en même temps, elle doit maintenir aussi son droit d'aller et venir. Et on voit qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça dans les établissements médico-sociaux. Le droit à l'exercice des droits civiques, qu'il est bon de maintenir, d'aller voter et de mettre en sorte les moyens que la personne puisse voter. Et puis, en particulier, mais d'autres droits, et le droit à la pratique religieuse, plus encore, effectivement, que dans le sanitaire, où ce droit existe, au nom de la laïcité, pour une hospitalisation. Mais là, évidemment, c'est plus qu'une hospitalisation, puisque c'est sur le lieu de vie, et donc il faut que la personne puisse, à tous les moments où elle le souhaite, avoir les moyens de vivre ses croyances. Et puis, il y a tout ce qui concerne la fin de vie, effectivement, qu'on ne retrouve pas dans la charte, mais là, il faut se référer aux droits et responsabilités des usagers, à la loi à la fois Claes-Leonetti et à la fois à la loi Kouchner, avec le droit de recevoir les soins visant à soulager la douleur chaque fois qu'il y a douleur, que ce soit une douleur physique ou une douleur morale. L'accompagnement est très important. Le devoir donc des professionnels, de tout professionnel, d'assurer d'être auprès des patients et d'assurer leur vie digne jusqu'au moment de la mort. Et l'accompagnement des fins de vie dans les établissements nécessite effectivement un savoir-faire. Les équipes mobiles de soins palliatifs peuvent venir, mais elles ne sont pas en nombre parfois suffisant. Et il faut que aussi les professionnels de ces établissements où on peut vivre et aussi on peut mourir soient préparés. Le droit aux soins palliatifs, et puis, alors ça c'est compliqué aussi, le droit d'être représenté par une personne de confiance et de rédiger des directives anticipées, c'est demandé systématiquement à l'entrée dans l'établissement. Ça a une pertinence quand la personne est encore capable de choisir librement, ça n'en a plus quand les personnes n'ont plus leur capacité cognitive, et demander ça à la famille, ça n'est pas la même chose. Alors, effectivement, quand la personne ne peut plus s'exprimer, on demande aux membres de la famille qui est la personne de confiance. En fait, c'est la personne de référence à qui on va s'adresser. Ce n'est pas la personne de confiance au sens strict du terme. Si elle a été désignée avant que la personne ait perdu ses capacités cognitives,
ben, tant mieux, on peut garder cette personne-là. Si elle n'a pas été désignée, il n'y en aura pas réellement. Et pareil pour les directives anticipées, on peut demander ce que la famille pense en fin de vie, en cas d'aggravation des états de santé, etc. C'est une indication, c'est important. Les proches, la famille peuvent témoigner de comment était la personne, comment elle pensait les choses, mais ça ne sont pas des directives anticipées au sens strict du terme. Il faut bien faire la différence et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Je rappelle juste que pour les personnes qui sont sous protection, elles ont le droit de désigner une personne de confiance, elles ont le droit de rédiger des directives anticipées, mais il faut l'accord soit du juge, soit du conseil de famille. Donc, il faut quand même, voilà, c'est sous contrôle un petit peu. Et pour finir, donc, je finis avec deux diapos très rapides, puisque le dispositif indique qu'il peut y avoir des personnes qualifiées qui vont interagir dans le système. Ces personnes qualifiées, elles ont un rôle de médiateur de soutien et d'information et elles peuvent être aussi aux côtés des personnes accompagnées lorsqu'il y a un différend ou un questionnement vis-à-vis de l'institution. Donc, ce sont des personnes extérieures à l'institution. Il y a une liste théoriquement de personnes qualifiées bénévoles auxquelles on peut faire appel pour aider les personnes accompagnées quand elles le souhaitent, lorsqu'il y a quelque chose qu'elles n'ont pas compris, qu'elles ont besoin d'un autre soutien, qu'elles sont en difficulté dans l'établissement où elles sont. Il ne faut pas hésiter à faire appel à ces personnes qualifiées. Je pense que ce n'est pas si simple que ça, que ce n'est pas très connu. Et je vous ai mis donc du coup l'appel à candidature de l'ARS Corse pour rechercher donc ces personnes qualifiées alors, qui sont des bénévoles et qui peuvent jouer ce rôle de médiateur entre la personne, sa famille et puis l'établissement lorsque y en a besoin. Et notamment, ces besoins, ça peut être des différents d'ordre tout à fait matériel, mais ça peut être des différents d'ordre des droits ou d'ordre éthique. Et en l'occurrence, dans les états généraux des maltraitances, la question a été posée de est-ce que ces personnes qualifiées ne pourraient pas aussi jouer un rôle pour la lutte contre les maltraitances dans les établissements. Voilà, et dernière diapo avant de conclure, le rôle du conseil de vie sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, le conseil de vie sociale, c'est souvent quand même un sous-employé, me semble-t-il. Je ne sais pas, vous pourrez peut-être en témoigner dans vos établissements. Chaque établissement doit avoir un comité d'usagers, de représentants d'usagers pour pouvoir discuter de la vie des résidents et améliorer au maximum leur quotidien. C'est vrai que c'est souvent axé sur des choses matérielles. Ça pourrait être aussi un conseil de vie sociale, un lieu qui repère les enjeux éthiques, les dysfonctionnements au niveau des droits, les difficultés que les résidents peuvent rencontrer. Et a priori, c'est intéressant aussi que les résidents qui participent, leurs familles ou leurs représentants qui participent puissent être en lien étroit avec les professionnels. Et je pense qu'il y a des conseils de vie sociale où des professionnels participent aussi. Je ne sais pas, ça, il y a des modules, des modalités différentes. Il y a aussi d'autres moyens de faire participer les résidents, tels que les groupes d'expression, des consultations régulières dans les établissements. Mais donc voilà, ne pas hésiter à avoir des outils pour consulter les résidents, quel que soit leur niveau et leur capacité à s'exprimer. Si on leur laisse le temps, si on leur donne des modalités d'expression qui leur correspondent, je pense que c'est vraiment des outils très utiles. Ça demande un peu de temps, mais les établissements qui arrivent à mettre en place cette participation des résidents sous la forme des conseils de vie sociale ou autres, vraiment actifs, disent que ça peut être vraiment un très bel outil d'amélioration des pratiques et de meilleure prise en compte éthique. Et voilà, pour terminer, effectivement, on voit qu'à partir de 2002, avec ces deux lois, Kouchner et puis la loi sur les établissements médico-sociaux, et aussi peu après la loi Leonetti en 2005, donc au début du 21e siècle, on a tout un mouvement pour passer de la protection de la personne fragile, donc d'un temps où la personne fragile était considérée comme une personne avant tout à protéger, vers une reconnaissance de plus en plus grande de la personne accompagnée ou accueillie ou de l'usager du système de santé comme un citoyen à part entière qui a sa place pour s'exprimer, pour participer au fonctionnement du système de santé de l'établissement, de sa prise en charge. Donc, c'est tout un mouvement
qui passe d'une relation dite paternaliste, hein, vraiment centrée sur la bienfaisance, centrée sur la protection, vers une relation de partenariat entre les professionnels de santé, les établissements et les résidents. On passe donc d'un système de la protection à la reconnaissance de la personne pour elle-même et vis-à-vis de ses droits. Et du coup, en termes de principe, d'une prééminence du principe de bienfaisance, hein, d'abord agir pour le bien de la personne sans lui demander vraiment son avis, à une position plus de privilégier le principe de respect de l'autonomie des personnes, même et tant bien même que leur capacité d'autonomie serait un petit peu altérée. Voilà, j'ai essayé de balayer assez vite les droits. Je pense que vous les connaissez, c'est un rappel, mais voilà, c'était pour dire les liens qu'il peut y avoir entre l'éthique. C'est effectivement pas que une série de grands principes sortis de rien du tout. Ils viennent s'articuler avec des droits dans nos textes législatifs, et ces droits sont parfois difficiles à appliquer et créent de nouveaux questionnements éthiques. Et c'est vraiment à cette interface-là entre le droit, l'articulation des droits et l'éthique qu'on se situe là, et qu'un comité d'éthique peut se situer. Je vous remercie.